bonjour à tous ceux qui nous rejoindront peut-être plus tard ou qui nous verront en replay. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le docteur Delaloge, qui est donc oncologue médical, spécialiste du cancer du sein et directrice du programme de prévention personnalisée des cancers de Gustave Roussy, donc le programme Interception. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas, c'est vraiment ce sujet-là aujourd'hui qui nous intéresse. Elle va nous le présenter aujourd'hui et surtout comment on va pouvoir envisager d'utiliser ce programme pour nos patients porteurs de cancer hors des établissements de santé. Donc, vraiment ce qui nous concerne là, puisque on est plus axé sur la ville. Donc, merci Madame Delaloge. Je vous laisse faire votre présentation et en sachant que c'est vraiment une première présentation et que nous aurons un autre rendez-vous ultérieurement. Mais je laisse Madame Delaloge tout vous expliquer. Merci, il y a aussi Hélène Carmon qui vient de nous rejoindre, qui est notre infirmière de coordination. Oui, bonjour Hélène. Et donc là, nous, on s'adresse plutôt à des patients qui n'ont pas encore de cancer. Mais bon, on est dans la prévention. Oula. On est dans la prévention en général, donc ça peut inclure un peu de tertiaire, effectivement. Je vais vous présenter rapidement le programme pour que les personnes aient une idée et que ça ne soit pas trop ennuyeux. Hélène, tu nous entends? Si besoin, tu pourras parler un petit peu ou tu es encore en Oui, consul? je vous entends. Merci beaucoup. Et donc, voilà, juste Hélène et moi aujourd'hui avec vous. Et voilà, donc construire la prévention 2.0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prévention en général du cancer, nous on s'intéresse surtout au cancer, elle est avant tout en population générale par la lutte contre les facteurs de risque, les dépistages organisés, les campagnes de vaccination HPV, etc. Néanmoins, ça ne suffit pas parce que les cancers augmentent quand même en incidence et en mortalité pour certains d'entre eux. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se détournent de cette prévention, qui a du mal à atteindre ses cibles, parfois, on va dire, comme dans le dépistage. Et donc, ce qu'on voudrait proposer, c'est quelque chose, enfin, ce qu'on a proposé même, c'est quelque chose qui soit une prévention très complémentaire, beaucoup plus personnalisée. Et en fait, il s'agit d'amener l'oncologie, qui s'est énormément développée technologiquement dans les dernières années, d'amener l'oncologie dans le champ de la prévention pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mieux personnaliser, faire de la précision, être capable d'éviter les cancers assez spécifiquement chez certaines personnes. Et alors, c'est quoi notre idée, notre modèle? C'est ça. En fait, l'idée, c'est que à un temps donné, nous avons tous un risque de cancer dans les années qui viennent qui va dépendre d'un certain nombre de choses. Ce qu'on peut identifier, c'est qu'à peu près 40% des personnes qui déjà aujourd'hui développent un cancer auraient pu être identifiées comme étant un risque élevé dans les années qui précédaient et on aurait pu faire plus de dépistage, une meilleure prévention pour éviter le cancer ou éviter le cancer grave. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on peut trouver des leviers d'action si tant est qu'on puisse identifier les personnes plusieurs années auparavant. Comment est-ce qu'on peut identifier ces personnes et de quoi résulte ce risque? En fait, le risque résulte de deux choses, en gros, c'est la génétique. On a un contexte génétique qui fait qu'on va avoir un risque un peu en partie prédéterminé, mais il y a énormément qui est lié aux expositions. Tout ce qu'on aura rencontré au cours de notre vie, qu'on aura choisi ou pas, la plupart du temps pas choisi, que ce soit les polluants, le tabac, l'alcool évidemment, le surpoids, l'alimentation, le soleil, les rayonnements, la sédentarité, les hormones, etc. Et donc à un temps donné, une personne va avoir un risque qui va dépendre de sa génétique et ses expositions. Et l'idée, c'est que de plus en plus, grâce à un certain nombre d'outils, on est capable d'identifier des personnes qui sont plus à risque de faire un cancer dans les années qui suivent. Et donc, on n'est plus dans une prévention de type population générale, on est dans une prévention dont la première étape est faire le diagnostic d'une situation de risque. Être à risque, c'est pas du tout être malade, c'est justement être dans une situation qui fait qu'on va mettre un certain nombre de moyens pour essayer d'éviter le cancer ou éviter le cancer grave. Donc, des interventions ciblées, plus spécifiques de ces personnes à risque et ce qui sont plus intense par rapport à la population. Alors, évidemment, on a des grands exemples de situations où ça marche très très bien. Par exemple, si vous êtes une femme avec une anomalie génétique prédisposante, une mutation BRCA1, BRCA2, on peut faire des choses, que ce soit du dépistage
avec des IRM annuels, etc., ou de la prévention, comme la chirurgie préventive des ovaires ou même des seins, on peut faire des choses qui sauvent des vies, qui diminuent énormément la mortalité par cancer dans ces situations. Donc ça, c'est vraiment un exemple extrême, mais il y a quand même pas mal de situations où on peut avoir des actions concrètes aujourd'hui. Et donc, notre programme, ça a commencé comme un pilote à Gustave Roussy. Le pilote est en train de s'étendre à l'échelle nationale. Globalement, c'est très bien vécu par les autorités de santé, mais il faut qu'on démontre, et on est en train d'essayer de le faire, que effectivement, c'est un mode de prévention qui est très pertinent, qui est complémentaire de l'approche populationnelle, population générale, et qui va pouvoir sauver des vies et empêcher des cancers graves dans les années qui viennent. Et donc, à quoi ça ressemble notre parcours? Il y a 4 piliers. En fait, on a créé un nouveau parcours de santé. Une des grandes problématiques de la prévention actuelle, telle qu'elle existe, c'est qu'elle est complètement fragmentée. C'est-à-dire, d'un côté, vous allez voir le radiologue qui fait votre mammographie et il ne va pas du tout s'occuper du reste de votre santé. Et ça va être un peu pareil pour tout. Les médecins généralistes avaient pour rôle de faire de la prévention beaucoup plus globale, mais ils ont beaucoup de mal à le faire, comme vous le savez, soit parce qu'ils ne sont pas là, soit parce qu'ils sont complètement surchargés ou ils n'ont pas forcément toutes les dernières connaissances nécessaires parfois, etc. Et donc globalement, recréer quelque chose qui soit moins fragmenté, c'est très important. Donc, personnaliser, défragmenter. Et donc on a créé un parcours de santé, pas de soins, c'est de santé. Et donc ce parcours est très mixte entre la ville, tout se passe essentiellement en ville, et à l'hôpital un petit peu. Et l'hôpital apporte des compétences très spécifiques et très ponctuelles. Et puis il est assez digitalisé, donc il est un peu physique et pas mal digital. Et donc, il y a 4 piliers. Le premier, c'est d'identifier les personnes à risque, faire le diagnostic en ville, dans la vie courante, de personnes qui seraient à risque plus élevé de cancer dans les années qui viennent et pour qui on peut proposer des choses qui vont éviter les cancers graves. Le deuxième pilier, chez ces personnes qu'on a identifiées à risque, c'est de les voir pendant une demi-journée à une petite journée, on va dire, quelques heures, dans un centre sous forme d'une sorte d'hôpital de jour de prévention. Et donc, on fait ça à Gustave Roussy actuellement, parce qu'il faut un certain nombre de compétences multidisciplinaires qui sont concentrées pour faire que les personnes vont consacrer une journée pour avoir plus de connaissances, savoir tout sur leur cancer, le risque, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer les risques, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux dépister, etc. Le troisième pilier, c'est le suivi, un suivi qui est coordonné avec la ville dépistage et prévention. Donc, on va définir ensemble un programme personnalisé pour chaque personne qui sera ensuite déployé en ville. Et le quatrième pan qui est quand même assez important, c'est que si jamais les personnes ont une suspicion de cancer, voire un diagnostic de cancer, être dans ce programme, ça leur permet une sorte d'assurance qui fait qu'elles seront prises en urgence pour un diagnostic, voire un traitement si besoin. Et l'idée, c'est que la défragmentation, le fait que même si les gens ne suivent pas exactement tout ce qu'on leur dit, ils soient dans un parcours de santé dédié, ça, globalement, ça va améliorer les choses et on a des chances de diminuer de façon importante les cancers graves. Et donc, on a une interface digitale d'amont pour aider à l'identification des personnes à haut risque. Et puis, sinon, on a une plateforme qui est un compagnon pour les patients, enfin pour les personnes, ce ne sont pas des patients, et qui leur permet de suivre leur programme, d'avoir des rappels pour leurs examens à faire, etc. Voilà. Et donc les journées, ça ressemble à ça. Hélène, est-ce que tu veux prendre la parole pour décrire à quoi ressemble une journée? Parce que c'est toi qui accueilles les personnes. Donc on a des journées dédiées à des personnes qui sont dans la même situation de risque. Il y a entre 6 et 10 personnes grand maximum. Hélène, je ne sais pas si tu nous entends. Non, ça n'a pas l'air évident. Et donc, on a un accueil qui est fait par notre IDEC, Hélène. Souvent, il y a déjà eu un contact téléphonique au préalable. Donc, ça, ce sont nos journées à nous. Les personnes ont rempli avant des questionnaires en ligne. Si les personnes n'ont pas de littératie correcte en santé ou peuvent pas répondre le jour même, on va les aider à répondre. Enfin, Hélène les aide beaucoup pour pas mal de choses. Des questionnaires qui vont nous aider à enfin, savoir un peu quel est leur profil nutritionnel, activité physique, tabac, addicto, famille, antécédents médicaux, etc. Après, on a un grand atelier qui est sous forme de workshop, comme on dit,
comme disent les Anglais. On explique, on informe, on éduque et surtout le risque, pourquoi on est dépendant du tabac, pourquoi la famille, c'est quoi la génétique, c'est quoi le risque, etc. Le risque spécifique de cancer dans cette situation. Après, on discutera à l'échelle individuelle et comment la prévention primaire peut avoir un impact et comment le dépistage peut avoir un impact. Et il y a beaucoup de questions, donc souvent ça dure pratiquement 2 heures. Après, il y a des infos en plus pour les femmes ou les hommes qui veulent. Je dis femmes parce que c'est souvent les femmes à risque où il y a des infos sur la contraception, les traitements hormonaux, etc. Ensuite, on a des consultes individuelles spécialisées avec un spécialiste du parcours. Donc, par exemple, un pneumologue ou un oncopneumologue, c'est un parcours tabac, gynéco, si c'est un parcours pour le risque de cancer du sein, etc. Il y a toujours un atelier nutrition qui est animé par un médecin nutritionniste qui dure 1 heure. Et là, on a constitué l'atelier en interrogeant, il y a 1500 personnes qui nous ont répondu. Et après, en fait, il y a beaucoup de questions en plus, etc. Ça intéresse beaucoup les personnes. Il y a d'autres consultes selon les parcours. Il y a un atelier activité physique avec un coach. Et donc, on va d'abord faire des tests pour évaluer les compétences physiques des personnes. Ça leur permet vraiment de prendre conscience de pas mal de choses sur elles-mêmes. Et ensuite, le coach va donner des conseils personnalisés sur quel type d'activité faire qui sont compatibles avec leur situation médicale et physique et qui vont permettre d'être actif. Et à la fin, on fait une consultation finale où on reprend tout ce qui a été fait, tout le diagnostic dans la journée, le profil nutritionnel. Et en fonction du type de risque de cancer, on va donner des conseils personnalisés. Dans votre cas, voilà ce qu'on préconise. Quel type d'examen, comment il faudrait changer son alimentation en étant le plus précis possible, mais pas avec 50 conseils, sinon c'est pas recevable, quelle activité physique, etc. Et les personnes disent oui ou non, je veux ça ou j'accepte pas, enfin, je veux arrêter de fumer ou je veux pas, etc. Et on fait un programme personnalisé de prévention qu'on partage, qu'on va envoyer au médecin. Et à la fin de la journée, notre IDEC fait la dernière étape, vérifiant que les personnes aient tout bien compris, qu'on puisse organiser les choses en ville pour elle, les oriente pour la tabaco, éventuellement nutrition, activité physique. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Et aussi, elle fait un recueil qualitatif, c'est assez sympa, parce qu'à la fin de la journée, pour chaque personne, on a des avis ensuite anonymes 15 jours après, mais c'est très important. À la fin de la journée, elle demande à chacun ou chacune leur ressenti de toutes les étapes. Et nous, ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Et les personnes adorent dire directement, souvent merci, etc. C'est souvent assez enthousiaste, mais en même temps, ça peut permettre aussi d'améliorer des choses si besoin. C'est vraiment très, très sympa pour tout le monde. Et Hélène envoie ça à toutes les personnes qui participent, les professionnels qui ont participé à la journée, ce qui fait qu'à chaque fois, on a des retours quali le lendemain ou le surlendemain, c'est assez sympa. Et donc, depuis 2021, on a développé des parcours pour les femmes à haut risque de cancer du sein, les grands fumeurs pour le tabac avec du dépistage et de la tabaco, etc. Des personnes qui ont des lésions buccales à risque de cancer. Expo dans l'enfance, c'est des adultes qui ont été traités pendant l'enfance par chimio et ou radiothérapie. Donc, il y a une grosse, enfin, une assez grande quantité de personnes et c'est une situation où il n'y avait pas beaucoup de suivi pour l'instant, c'est très important. Les personnes qui ont un haut risque de cancer du côlon génétique, les hommes à risque génétique, on a des trucs très spécialisés, très CLCC, comme les hauts risques génétiques, etc. Puis on a des choses beaucoup plus larges, comme les risques de cancer du sang familiaux, le tabac, les situations de risque de cancer du pancréas qui peuvent être plus larges. On a des maladies hématologiques qui prédisposent à la leucémie. Et puis, on va ouvrir bientôt un parcours pour le liphoménie. Là, c'est vraiment de la génétique très particulière, mais aussi le HPV pour les conjoints de personnes porteuses d'un HPV oui, oui, qui ont eu un cancer, par exemple. Il y a une grosse demande. Et pour les personnes à risque de cancer du foie, d'hépatocarcinome, à cause des stéatoses ou des fibroses d'origine maintenant plutôt stéatosique, c'est la plupart, ou à cause de l'alcool ou des virus. Et puis il y aura d'autres ensuite, ça c'est où on en est actuellement.
Donc à chaque fois, on a demandé à plein de personnes, c'est très participatif, ce qu'ils voulaient voir dans les ateliers. Enfin, je vous passe les détails. Là, ça nous dit qu'on utilise toujours le côté connais-toi toi-même, qui est très important pour les personnes pour trouver la motivation, avoir des indicateurs de prévention. Par exemple, les fumeurs sont très motivés par la mesure de leur CO expiré quand tu vois comment ils sont dans le rouge. Et ce qu'ils respirent et qu'ils expirent plutôt, c'est cette sorte de déclic. De la même façon, les fumeurs qui font pas grand-chose comme activité physique, qui s'en gardent bien, quand ils réalisent à quel point leur capacité physique est altérée, c'est quelque chose qui va pas mal aider à motiver les personnes, si tant est qu'on leur propose des choses très positives et très faisables pour eux. Et on est beaucoup dans la déculpabilisation, parce que tous les fumeurs, par exemple, se sentent toujours coupables de plein de choses. Donc on est vraiment on essaie de casser tous ces mécanismes, ça c'est très très important. Voilà, donc on est en train, on a déployé des parcours. Maintenant, on est en train de déployer des centres à l'échelle nationale, à Lyon, à Rennes, à Avignon, et puis d'autres qui vont suivre entre 2024 et 2025. Voilà, on est un peu partout sur le territoire. Ce que je vais vous montrer après rapidement, c'est comment, et ça peut-être ça pourrait être intéressant pour vous, parce que nous on pense que ça serait vraiment quelque chose que des infirmières pourraient faire. Comment on pourrait identifier en pratique quotidienne des personnes à risque augmenté qui relèveraient éventuellement de ce type de parcours. Et donc là, on a un petit test en ligne qui prend pas trop longtemps, qu'on peut faire avec les patients, qui permet d'identifier les personnes à risque de cancer du sein, surtout pour les histoires familiales, mais pas que, le poumon, le pancréas et puis quelques autres situations particulières. Et donc pour l'instant, c'est ouvert aux médecins généralistes. Malheureusement, ils n'ont pas toujours beaucoup le temps de le faire, on va dire. Et là, ce qu'on aimerait, c'est pour ça qu'on est en discussion, c'est pouvoir faire une formation assez simple dans les mois qui viennent pour former des infirmières libérales ou de ville ou même à l'hôpital parce qu'on pense que les infirmières sont des très bons, je dis pas ça parce que vous êtes là, je l'ai dit tout le temps. On pense que il y a pas mal de données pour ça, pour dire que les infirmières sont des très bons corps professionnels de santé pour la prévention. Pourquoi? Parce que leur discours est plus audible, avec des mots assez simples, moins pontifiants et lénifiants que les médecins, que les personnes ressentent moins l'information comme top-down et ont l'impression d'être plus dans une discussion plus d'égal à égal, se sentent moins jugées, pas du tout jugées même par les infirmières. Donc finalement, le rapport est plus facile. Il y a, bon, pour plein de raisons assez alchimiques, et aussi dans la communication et la verbalisation, les infirmières sont voilà, souvent, comme vous le savez bien, assez empathiques, bienveillantes. C'est juste que les gens attendent dans la prévention. On n'est vraiment pas dans le jugement, on est dans la bienveillance, on est dans l'aide, l'accompagnement, l'éducation. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est très particulier, même aux infirmières, je dirais. Voilà, on y reviendra après, parce que je vais juste vous faire très rapidement une petite démo. Voilà. Désolée, ça c'est en anglais, c'est juste pour dire qu'en fait, tout ce qui est adressage, c'est en dehors de la plateforme, mais après, les gens ont des codes pour avoir accédé à une plateforme qui va leur permettre d'avoir toutes leurs données de prévention dessus, leur parcours de suivi. Nous, ça nous permet d'avoir accès aux données médicales et de prévention, les questionnaires que les personnes remplissent, faire tourner des algorithmes, et ça génère un entrepôt de données de santé nationale qui permet de construire aussi de la recherche. Très important. Et donc là, on a commencé depuis 3 ans, petit à petit, à générer des parcours. Globalement, les gens sont très contents. On n'est pas trop mal sur l'amélioration du profil nutritionnel. Il y a 30% des gens qui ont augmenté leur score de WCRF d'un point, ce qui est, on sait que si c'est maintenu, évidemment, c'est quelque chose qui diminue de 5% le risque d'un certain nombre de cancers à long terme. On trouve des cibles de prévention chez presque tout le monde, c'est pas très dur. On a changé les schémas de dépistage dans les 3 quarts. Dans 65% des personnes ont l'impression d'être
plus armés, c'est ce qu'on appelle le awareness, d'avoir une meilleure perception de connaissances et de savoir ce qu'il faut faire. Les autres, c'est parce qu'ils avaient l'impression de savoir déjà, hein. Il y a des gens à risque génétique qui sont déjà bien informés, par exemple. Globalement, quand on propose des dépistages, l'adhérence est très bonne et on est sur 100% de décisions partagées, ce qui est logique, hein. Et donc là, on est en cours de déploiement national. Évidemment, il y a plein de projets de recherche. Et on est en train d'essayer d'identifier des stratégies pour comment généraliser l'identification des personnes à risque, comment faire pour que tout le monde puisse avoir une chance d'être identifié comme étant à risque dans les années qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose d'important à construire en même temps que ces parcours. Et donc l'impact, il y a quand même un impact assez intéressant en principe sur les modélisations. On devrait être capable de diminuer l'incidence de cancer avancé de 25 à 30% normalement, donc diminuer la lourdeur des traitements, etc. Trouver plein de choses. Enfin, en théorie, à long terme, c'est quelque chose qui devrait être coût efficace, comme on dit. Donc nous, on a un local comme ça, qui est un local à part, ce qui est assez sympa, assez lumineux. Enfin, pas dans les 4 derniers mois, parce qu'il pleuvait tout le temps, mais quand même, il y a un peu de soleil qui se faufile. Et donc, on a des elliptiques. Globalement, les gens font leurs tests et il y a un effet groupe. On joue pas mal sur l'effet groupe. Donc, on joue pas mal sur les parties cognitives. On vous apprend des choses et tout, mais en même temps, on travaille le côté émotionnel qui est tellement important. Et l'effet groupe, ça marche pas mal là-dessus, en fait. Le fait d'être ensemble, pouvoir poser des questions. La plupart des gens, enfin beaucoup, se créent un groupe WhatsApp à la fin de la journée, etc. Et là, on n'a plus de masques depuis peu. Voilà, ça c'est les flyers, à quoi ressemblent nos flyers, les thématiques. On a des petits personnages qui illustrent le truc. Ça, c'est toute l'équipe, Gustave Roussy. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, voilà. Et donc là, c'était une présentation assez rapide. L'idée étant que les personnes qui sont là et peut-être celles qui se connecteront plus tard aient une petite première idée de à quoi ressemble le programme. Et en fait, je vais continuer à partager s'il n'y a pas de questions brûlantes pour juste vous montrer à quoi ressemble le petit Scorisk, le questionnaire en ligne qui est hébergé par Gustave aussi, qui est gratuit et qui peut permettre à un professionnel de santé d'identifier des personnes à risque et pour lesquelles on voudrait proposer une formation à des infirmières qui le souhaiteraient. Là, vous voyez mon écran normalement, hein. Oui, oui, on voit. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Ouais, c'est pas une interface marketing, hein, soyons clairs. Et donc on va remplir comme ça. Devant la personne, quel est votre âge? 62 ans, d'accord. Vous êtes une femme, avez-vous fumé? Ah bah ça marche pas. J'ai un bug. Là, ça marche. Ça commence mal. Là, ça marche. J'arrive pas à cliquer. Ah bah, c'est bizarre. Je recommence. On va réessayer. Voilà, ça remarche. Normalement, il n'y a pas trop de bugs d'habitude. Euh, et donc, une personne qui a fumé, mais il y a longtemps, on va dire. Antécédent personnel de cancer avant 18 ans, non. Vous n'avez jamais eu de radiothérapie. Est-ce que vous avez une anomalie génétique connue qui prédispose au cancer? Non, pas du tout. Alors, on commence par le pancréas, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a des cancers du pancréas dans votre famille? Euh, alors, souvent, les gens sont là pour ça, pour les consultations médicales, mais oui, et c'est ce qui me préoccupe. Il y a des cancers, il y a 2 cancers dans la branche familiale. Alors, il va falloir, c'est pour ça qu'il faut apprendre, il va falloir identifier ce que c'est la branche familiale. Donc, il y a la branche paternelle et la branche maternelle. Et donc, la branche maternelle, ça ressemble à ça. Si la personne est ici, cette personne a des enfants, la branche maternelle, c'est tout ce qui est du côté de sa mère. Donc, c'est sa mère, les frères et sœurs de sa mère, les grands-parents, mais aussi pour une même personne, ses frères et sœurs à elle, les descendants de ses frères et sœurs et ses enfants. Tout ça, c'est la branche maternelle d'une personne. Donc, par exemple, s'il y a eu un cancer du pancréas ici et ici, ça fait 2 antécédents familiaux. Il y en a un au premier degré et il y en a un qui est au deuxième degré. Ça s'apprend. Paternel, c'est tout ce qui est du côté du père. Donc, on a toujours la même personne ici,
on regarde du côté du père. Et donc, les frères et sœurs de cette personne et les enfants de elle-même et de ses frères et sœurs comptent toujours. Mais après, tout le reste, c'est tout ce qu'il y a du côté paternel. Donc, en fait, les frères et sœurs et les enfants comptent 2 fois. C'est là où c'est bizarre. Enfin, ils comptent dans chaque branche. Donc, on va donner le nombre de cancers dans une branche. Enfin, c'est les subtilités de la génétique. Et donc, nombre de cancers chez apparentés au premier degré. Donc, il y a eu 2 cancers. Et ici, il y en a eu un au premier degré. Est-ce que la personne a eu une tumeur épithéliale du pancréas? Non, on va dire ça. Dans le sein, est-ce qu'il y a un antécédent familial de cancer du sein chez une personne au premier degré? Premier degré, c'est fille, sœur, mère. On va dire oui, parce qu'on va dire qu'il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a un antécédent au premier degré avant 40 ans? Oui, ma sœur a eu un cancer à 35 ans. Là, c'est lourd, hein. On fait suivant. Et donc là, ça s'arrête directement parce qu'en fait, on n'a pas besoin de remplir plus de choses. C'est déjà un critère de sélection. Sinon, il y a 2, 3 questions en plus, à vrai dire. J'aurais dû vous les faire, mais d'ailleurs, on peut retourner en arrière. On va dire non. Voilà. Si on dit non là, ça va déclencher autre chose. Est-ce que la personne a eu une biopsie, votre patiente, a eu une biopsie du sein? Ah oui, il y a 3 ans, et c'était bénin. Et donc, on va dire oui, c'était bénin. Donc c'est une biopsie bénigne, mais c'était pas un cancer, donc on va oui, dire oui, mais résultat inconnu. Et là, il y a un truc qui est subtil, il faut aller regarder le résultat de mammographie pour identifier la densité des seins. Et donc ça s'apprend aussi comment faire et regarder le résultat. Nombre d'antécédents de cancer du sein ou de l'ovaire chez des apparentés premier ou second degré dans la même branche. Donc là, c'est les 2 branches qu'on a vues tout à l'heure. Toutes ces personnes-là, c'est premier ou second degré. Et donc oui, il y a ma mère et sa mère, c'est-à-dire un premier et un second degré, qui ont eu un cancer du sein, donc du coup, ça fait 2. Et un est-il survenu avant 50 ans? Oui, ce qu'on a déjà dit là-haut. Alors là, on est sur le poumon, donc la dame avait fumé, durée de tabagisme, j'avais fumé pendant 8 ans. Temps depuis l'arrêt, oh là là, ça fait très très longtemps, ça fait 35 ans, 30 ans qu'elle a arrêté. Et à l'époque, elle fumait 5 cigarettes par jour. Dans la famille, il n'y a pas de cancer du poumon. On note quand même là. On a le poids, 56 kilos pour 1,63 m. Voilà. Voilà. Ah oui, là, j'ai pas répondu à la question. Ok, et donc là, on a le résumé à la fin. On peut revérifier tout ce qu'on a rentré et on clique ici pour savoir si la personne est éligible est-ce qu'elle est en situation de haut risque pour lesquels on a un parcours à proposer. Et donc là, oui, la conclusion est là, c'est assez discret. Elle est éligible au parcours interception parce que cette personne a un risque augmenté de cancer du sein et elle a aussi un risque augmenté de cancer du pancréas. Alors, j'ai un peu triché parce que je vous ai mis les deux. Donc, elle a une histoire familiale de cancer du pancréas, ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut faire des choses en plus, faire du dépistage avec des IRM, des écho-endoscopies. Et pour le sein, c'est vraiment important de faire des choses en plus, sûrement une enquête génétique dans la famille et des mammographies éventuellement annuelles, etc. etc. Et donc, on peut télécharger la notice pour les donner aux gens. Il y a de la doc ici si on veut, il y a un tuto, voilà. Et sinon, la personne qui remplit va mettre son adresse mail, noter le nom et le prénom du patient, l'adresse mail et le téléphone si possible du patient, et clique là pour envoyer l'information. Et en fait, une fois que les informations sont envoyées, tout s'efface. Le formulaire ne conserve rien, il n'y a aucune donnée conservée. Mais par contre, nous, enfin le centre interception, en l'occurrence plus près du domicile de la personne, va recevoir l'info et proposer un rendez-vous à la personne. Voilà. C'est à ça que ça ressemble. Et c'est là-dessus qu'on se disait qu'avec une formation, éventuellement une adaptation, ça pourrait éventuellement être intéressant pour des infirmières d'identifier certaines personnes qui sont demandeuses sur des situations de risque. Donc globalement, remplir le questionnaire, ça prend 2 à 3 minutes quand même. Et une fois qu'on est rodé, quelque chose comme ça. Voilà. Euh, voilà, c'est tout pour moi. En termes de formation, combien de temps vous envisagez pour former Ah, pour très aider les simple, infirmières? on pensait faire un webinaire d'1 heure pour tout bien expliquer et Mhm. après des séances d'entraînement avec un certain nombre de cas où
il y a deux types d'entraînement. C'est un entraînement où il y a des données qui sont déjà rentrées, en fait, on rentre, enfin, qui sont déjà notées, on les rentre dans le questionnaire. Et un entraînement qui est, il y a une personne qu'on va interroger pour récupérer les informations nécessaires. Il faut apprendre à, à reformater la façon dont la personne verbalise ses informations. Même. Bon, on a des infirmiers qui sont connectés et qui sont partis. Pauline, euh, est-ce que vous pouvez, cette présentation, est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est un sujet qui peut vraiment intéresser les infirmiers? Enfin, moi j'en suis persuadée, mais euh, à votre avis, à vous? Alors si, enfin moi je me suis connectée parce que enfin c'est un sujet qui m'intéresse et j'avais déjà entendu en fait le docteur Delaloge il y a pas très longtemps sur France Inter je crois et du coup elle D'accord. parlait exactement de ce programme et je trouvais ça génial et je me disais justement que c'était très dommage que ce soit pas ouvert aux paramédicaux parce que je pense que enfin on a vraiment quand même bah, notre pierre à apporter à l'édifice, notamment en termes de prévention. Et enfin, enfin, ouais, moi, je suis très intéressée et je pense que ça peut intéresser quand même pas mal de gens, ouais. Moi, je suis bien d'accord aussi, hein. Je pense qu'effectivement, on a vraiment notre part à prendre pour ces préventions parce que je pense qu'effectivement, quand on sait que par ce programme-là, on pourrait arriver à diminuer entre 25 et 30% la survenue de cancer grave, je pense que faut pas hésiter, quoi. Mais bon, Le truc, c'est qu'il faut que ça soit, pour être clair, faut que ça soit valorisé correctement. Donc, dans quel cadre est-ce que ça peut être fait pour que ça soit valorisé? Il y a les consultations de prévention là, de la CNAM et qui sont beaucoup plus vastes et très difficiles à gérer d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un recueil de tous les facteurs de risque de tout possible et c'est même pas trié du tout, il n'y a aucun algorithme, c'est assez épouvantable. Euh, et est-ce donc, que ça pourrait rentrer dans le cadre d'un BSI, d'un bilan de soins? Alors bien sûr que c'est pas pour, je c'est pas- pense, je pense, je ne suis pas du tout experte sur la question. Parce qu'en fait, je pense pas que les infirmières, c'est comme tout le monde, elles vont pas prendre le temps de faire ça pour des personnes sans que ça soit dans un cadre où soit il y a déjà des soins en cours et ça peut faire partie du soin, on va dire, dans le cadre d'un suivi d'une personne diabétique ou de je sais pas qui. Soit il y a vraiment un financement adéquat qui est apporté dans les consultes de prévention ou d'autres choses. Après, là, on est en train de finaliser l'article 51 avec l'idée que des professionnels de santé puissent être valorisés dans le cadre de l'article 51. Mais pour l'instant, ça ne va pas encore jusqu'aux infirmières, ce qu'on peut petit à petit injecter, hein. Je pense que ça serait vraiment important. Parce que ça prend quand même quelques minutes, c'est pas. Et puis, il faut quand même expliquer des choses avant, après. C'est une conversation de prévention, ça prend au minimum 10 minutes en tout, je dirais, ouais, globalement. Oui, non, mais ça c'est certain que effectivement, enfin, personne ne travaille pour la gloire et que il faut Bah, effectivement bien sûr, envisager ouais. cet aspect rémunération, mais euh, peut-être que justement par le biais du BSI, Pauline, je ne sais pas ce que vous en pensez, si je dis une bêtise ou si c'est une piste qu'on peut creuser. Alors le BSI, enfin c'est un peu le le truc fourre-tout Ouais, c'est ça. enfin, Oui, je suis d'accord. qui est normalement destiné aux patients dépendants. Ouais. Du coup, bon, enfin, si c'est pas une personne qui est en suivi, ça sera pas possible. En fait, on ne fait pas de BSI comme ça, je Oui. dirais en one shot, quoi. C'est un patient qui est suivi et enfin un patient du coup dépendant avec une prescription pour des soins. Ouais, c'est particulier quand même. Ouais, voilà. Donc honnêtement, je pense pas que enfin, que ça puisse rentrer dans ce cadre-là. Après, plus effectivement dans ces espèces de consultation de prévention là, qu'on n'a pas trop bien compris de Mais la normalement, CP. les infirmières sont censées pouvoir faire des consultes de prévention dorénavant, ouais.
Oui, oui, mais alors on nous a un peu balancé ça comme ça. Effectivement, ça avait l'air intéressant et je pense qu'il y a des gens qui seraient motivés pour le faire, mais alors pour la mise en pratique, c'est quand même compliqué de savoir exactement Je sais pas si comment vous avez ça vu se à quoi ça passe. ressemble. Ouais, il y a aucune, il y a pas de guidelines. Et en fait, Non, les c'est gens ça. remplissent un questionnaire papier où il y a tout et tout, avec des questions qui peuvent être pertinentes et d'autres qui sont complètement bizarres. Par exemple, avez-vous eu un bilan biologique dans les 6 derniers mois? Personne n'a dit qu'il fallait avoir une prise de sang et un bilan bio dans les 6 derniers mois à aucun moment de la vie, quoi. C'est très bizarre. Et donc, ça induit l'idée que peut-être ça serait pas bien de ne pas avoir une prise de sang. Il y a plein de trucs comme ça. Et, euh, et donc, il y a tous les risques. Il y a les risques professionnels, psychosociaux, les risques cardiovasculaires, neurologiques, les risques de chute chez les personnes. Enfin, c'est assez waouh. Et les risques de cancer sont un petit truc parmi le reste. Et en fait, il y a aucun algorithme et aucune aide décisionnelle à partir des réponses des personnes. Alors, j'imagine qu'il y a des tutos avec des formations pour que les personnes sachent quoi en faire, mais globalement, euh, c'est difficile. Par exemple, quelqu'un vous dit je bois 2 verres de vin par jour. Alors, vous allez dire bah faut boire moins, voilà. Mais c'est très difficile parce qu'on ne sait pas quels sont les seuils, quel est le risque de maladie en fonction de ça. S'il boit et il fume, est-ce qu'il faut qu'il aille voir un ORL, est-ce qu'il a un risque de cancer ORL? Il n'y a rien, rien, rien. C'est assez bizarroïde, hein. Euh, et donc, je pense que ça va être compliqué. Et puis, voilà. Donc ça pourrait, et on a discuté pas mal avec la CNAM et le ministère de la Santé. Eux, ça les intéresse beaucoup parce que ça peut apporter un petit peu de consistance dans la partie cancer, quoi. C'est que dans la partie cancer, c'est pas pour tout le reste, évidemment. Euh, Oui, mais ça peut être une première étape, le fait ah, de... c'est sûr, parce que là, comme ils partent de zéro, en fait, ils ont fait le truc habituel. On les a poussés à ouvrir un Ouais. truc parce que c'était de la com. Et donc, ils ont ouvert n'importe quoi, voilà. Et donc, il n'y a aucune donnée recueillie, il n'y a pas de données structurées. Donc, enfin, je sais pas, moi je pensais vraiment qu'il y aurait au moins les gens allaient rentrer des trucs qui iraient dans mon espace santé, des questionnaires qui seraient mémorisés et utilisables avec au moins un minimum d'algorithmes, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc ouais, je pense que dans ce cadre-là, ça serait intéressant pour apporter un premier outil. Euh, et vraiment, je pense que les médecins généralistes ne sont pas du tout engagés à faire ça. Je pense que les pharmaciens, ça les intéresse un peu, mais c'est compliqué quand même en pharmacie d'avoir une vision aussi globale de la santé des gens. Et je pense que les infirmières qui parfois sont assez proches des personnes ou peuvent avoir des occasions qui n'ont rien à voir euh, de s'approcher des personnes dans des moments où il peut y avoir un petit peu de temps, enfin ça c'est pas garanti, mais pourrait être bien placé pour ça, ouais. Non, mais je Oui, pense puis que je pense que c'est important aussi que, enfin, de voir le patient dans son environnement de tous les jours. Ça Ouais, donne, ça enfin, change tout. On voit si tout le monde fume dans la maison, ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il mange, il y a quoi dans les placards. Ouais. oui, sans dire de fouiller Ah, bien la sûr, maison mais en entier, on a mais une idée enfin, générale, à la fois de la oui, oui, littératie des gens, de ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qui va les oui. motiver ou pas. Ouais, bah, totalement. Mm. C'est super important, je pense. et actuellement, les patients qui vous sont adressés par les médecins traitants, en Non, pas beaucoup en particulier fait. En par théorie, non. ça devrait être comme ça. En pratique, non, très peu. En pratique, c'est peut-être 15%. Il y a énormément d'auto-adressage. Donc la théorie est différente de la pratique. Il y a plein de gens qui s'envoient par eux-mêmes ou par quelqu'un qu'ils connaissent Il y a des ou sages-femmes par qui d'autres commencent- professionnels. Vas-y, Hélène. Je Tu veux- disais, il y a des sages-femmes qui commencent à nous en envoyer des scorisques. Ouais, même des sages-femmes et des médecins Enfin, généralistes, pas trop, hein. Suzette, les personnes à même qui pourraient envoyer, c'est les infirmières, effectivement. Ah, c'est clair. Oui, oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Oui. Tout Alors, ça. pour l'instant, on a une infirmière qui nous envoie régulièrement parce c'est une IPA qui s'occupe parce que c'est le seul cas où on a un peu cadré et on a pu le faire pour l'instant. Une IPA qui s'occupe de la santé physique de 250 patients qui sont suivis en psychiatrie pas loin d'ici. Et là, il y a du boulot, clairement. Et elle est super bien organisée. Elle les convainc plutôt bien de venir. Ils ont
On voit bien que le rapport est bon avec elle. Ils ont confiance. Elle est aussi dans, dans la bienveillance Mm. et ça se passe bien. C'est pas on n'est pas dans le facile, là, c'est un peu particulier, mais c'est assez intéressant de voir justement cette personne-là, elle est particulièrement capable de le faire. Ouais. Et puis bon, il y a plein d'autres raisons qui font qu'on pense que les infirmières seraient plus adéquates. Bon, il y a plein d'expériences internationales, il y a notre expérience à nous aussi. Il y a pas mal de données là-dessus. Ouais. Oui, justement, je voulais vous demander si au niveau international, il y a des pays qui ont déjà mis en place ce genre de... Alors, un parcours interception, non, mais il y a pas mal d'expériences de professionnels de prévention un peu plus larges. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a beaucoup d'infirmières de prévention dans les centres, etc. Mais par contre, un parcours interception, ça n'existe pas. Ouais. Ça, c'est un peu neuf. Ouais. Et les patients qui viennent pour ces parcours, ils sont la prise en charge, comment ça se passe? Parce que En fait, quand ils viennent pour le parcours, c'est un hôpital de jour. Et donc, d'accord, c'est payé par la caisse primaire d'assurance maladie et leur mutuelle pour le reste à charge. Ouais. Il y a pas de dépassement d'honoraires, c'est dans un centre. Et les personnes qui n'auraient pas de mutuelle, c'est arrivé quelquefois, rarement. Et du coup, c'est un hôpital jour tarif sécu, sec. Voilà. Donc personne ne paye. Et ils n'ont jamais rien à débourser, quelle que soit leur mutuelle, etc. Mais on n'est pas dans le système privé, hein, c'est un truc. oui, oui, bien sûr, mais c'est important de... C'est un CLCC, il y a jamais de dépassement de quoi que ce soit. Oui, mais Mais je c'est trouve important qu'ils n'aient c'est pas à important payer de le dire. eux-mêmes. Ouais. En fait, D'accord. c'est super important parce que déjà, ils font l'effort de venir. C'est pas facile de se déplacer pour de la prévention. Et souvent, il y a pas mal de personnes qui sont obligées de prendre une journée. Tous les gens qui travaillent, ils sont obligés de prendre une journée de RTT pour venir, ce qui est quand même un très gros effort. Donc là, Oui. on est en train d'essayer de travailler avec certaines entreprises pour que les journées puissent être prises en charge. Ça motiverait tout le monde à venir. Ouais, c'est certain. Oui. Parce que oui, il faut prendre une demi ou une journée. C'est un vrai truc. Hein. Et vous ne mélangez pas la journée pancréas, la journée sein, la journée, c'est deux Non, journées à part à chaque fois. ouais, Oui. ouais, parce que c'est trop compliqué parce que bon, les ateliers sont un peu spécifiques et les infos, elles sont très très particulières. On va pas du tout dispenser les mêmes informations dans un cas et dans l'autre. Donc là, vraiment, il s'agit que les personnes engrangent vraiment toutes les informations qui leur sont pertinentes. On est dans la lutte contre les fake news. Il y a plein de choses à casser, à retoquer. En alimentation, c'est le pire, évidemment. Et aussi, il faut créer l'envie, il faut créer la motivation. En fait, l'expérience montre que ces hôpitaux de jour qui durent en gros de 8h30 à 15h30 maximum, quoi. 16h grand maximum. C'est quelque chose qui est assez, en termes d'action sur la santé, c'est pas mal. Ça va pas tout faire, les gens vont pas changer leur vie à cause de ça, mais c'est beaucoup plus marquant que juste un truc où on reste dans une consultation pendant un quart d'heure. On a vraiment des échanges assez riches avec les personnes. Ça crée de l'interface sociale intéressante. Il y a des émotions. On se sent intelligent, on comprend bien, on repart avec la maîtrise de la situation. On est sur des personnes qui souvent, il y a plein de gens qui surestiment leurs risques, qui se sentent impuissants face à ça. Donc l'idée, c'est vraiment de les booster leurs compétences pour gérer la situation, faire en sorte que de, les déstresser. Le cancer, si on le trouve tôt, c'est très gérable. Enfin, des fois, on va assez loin dans les explications à quoi ressemble le cancer, quel est le traitement, selon le degré de jusqu'où les gens veulent aller, etc. Ça peut Euh, générer quand même pas mal de stress, non? Et dans vos les- journées, il n'y a pas d'intervention de psychologue de programmer pour alors, le s'occuper de stress est la ville? moins après qu'avant. Les gens sont toujours moins stressés. Ça déstresse essentiellement. C'est paradoxal, mais c'est tout le temps comme ça. Le, Ça diminue les niveaux de stress parce qu'en fait, l'anxiété, elle est très liée au fait que vous n'êtes pas capable de contrôler une situation.
quand on vous donne les clés pour contrôler une situation, votre niveau de stress baisse. Ça, c'est mathématique. Donc, vous avez le même risque qu'avant, parce qu'il y a plein de cancers dans la famille ou je sais pas quoi, c'est une situation stressante. Mais vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment vous serez traité si jamais il y a quelque chose, vous savez comment diminuer les risques, comment faire un dépistage pour avoir un cancer pris très tôt, vous savez où vous adresser s'il y a un problème. Les gens ont un stress qui est moindre après. Après, il n'y a pas du tout de psychologue parce qu'on n'en a pas besoin. Et puis, en fait, quand on met des psychologues, ça induit du stress. Les gens se disent, ah, il faudrait que je sois stressé. Et non, il y a quand même certains parcours où il y a des psychologues, j'exagère. Il y a dans les personnes qui ont été traitées pour un cancer dans l'enfance, il y a toujours une psychologue, parce que c'est très particulier. Et pour les femmes à risque, enfin dans les gros risques génétiques, il n'y a pas une consulte de psycho le jour même, mais il y a des ateliers psycho. Et les ateliers, c'est pour l'éducation à la psychologie. Quel est l'impact sur moi du risque? Comment est-ce que je vais faire en sorte pour être capable de maîtriser les choses? Quand est-ce qu'il faut que je consulte? Comment est-ce que je vais parler aux autres personnes de ma famille? Toutes ces choses Et les ateliers psycho, les gens aiment bien souvent. Pas toujours, mais globalement, ça aide. En fait, c'est du renforcement, etc. Mais c'est pas une consulte de psycho, parce que globalement, il n'y a pas forcément besoin. Après, dans les parcours de génétique, les gens ont des consultes de psycho qui sont en dehors, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est pour ça que je pensais à ça, parce Ouais, qu'effectivement, mais pas ce souvent. jour-là. Hmm, Pas ce ok. jour-là. Et en fait, on vous dit vous allez rencontrer une psychologue. Vous imaginez, vous dites oula, j'ai besoin d'une psychologue. Oui, ça augmente le stress. Ok, on est bien d'accord. Ça me rappelle, c'est marrant, à une époque avec Hélène, ça fait 20 ans qu'on fait nos accueils diagnostiques en un jour en scénologie. Ce sont des femmes qui ont des masses du sein. Et puis on fait la biopsie avec le diagnostic dans la journée, etc. Et c'est pareil, il y a plein d'étapes dans la journée. Et à une époque, on a cherché tous les trucs pour lutter contre la douleur. C'était avant qu'on ait le Calinox et l'hypnose conversationnelle. Bah, ça a résolu tout hein, maintenant. Et donc, on avait fait une étude avec ou sans Xanax. En fait, c'était en ouvert, malheureusement, c'était pas randomisé. Et en fait, les femmes à qui on donnait du Xanax, elles avaient plus mal, elles étaient beaucoup plus stressées que ce qu'elles se disaient si on donne du Xanax. Et donc après, on avait définitivement arrêté de donner du Xanax. Bon, il devait y avoir les 10% de réactions paradoxales, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. Donc là, il n'y a pas de Xanax non plus. Ouais. En plus, pour la mémoire, c'est pas bon. Hein, Non, c'est pas bon. On est bien d'accord. Et pour peut-être le stress, ce qui est important, c'est juste le fait que ça soit dans un autre bâtiment, dans un lieu Ouais. convié à ça, et le fait qu'elle se retrouve avec des personnes qui sont dans la même situation. Et déjà ça, rien que ça enlève un certain stress déjà, rien qu'en arrivant. On n'est Mm. pas tout seul face à Ah, l'ennemi, Voilà. le soignant. Donc le stress est quand même déjà diminué rien qu'en ouvrant la porte chez nous. Ils nous disent clairement les gens. Ils s'attendaient déjà à être dans un hôpital, vraiment au milieu de tout le monde, et ce qui n'est pas le cas. Et en fait, il s'agit de déconstruire cette idée que la prévention du cancer, ça serait quelque chose de stressant. Et justement, il faut arriver à faire en sorte que ça soit le contraire. C'est pas facile, je suis d'accord. oui, mais Voilà, bon, voilà. c'est un beau projet. Je ne sais pas si Pauline, Nelly, vous avez d'autres questions, sinon on va libérer Madame Delaloge Je de la peux parole. envoyer le diaporama aussi si jamais vous De toute façon, voulez le faire on est en circuler. Ah, vous replay, donc l'aviez? on va Ouais. pouvoir, on va le mettre pour que les personnes qui se sont inscrites et puis les autres qui veulent le voir puissent regarder, parce que effectivement, je pense que bon, il y a l'aspect financier à prendre en compte, mais sinon, enfin, je suis d'accord avec Pauline. Je pense que les infirmiers vont être très intéressés par ce projet et mettre leur pierre à l'édifice. Je pense qu'ils seront bien partants. Et l'idée, ça serait de faire ça de façon un peu structurée, avec une formation un peu formalisée, gratuite, soyons clairs. Euh, et déjà voir comment ça se passe, que les personnes pensent de la formation, avoir des retours, voir comment c'est bien faisable de faire d'évaluer les risques. Nous, ça ne nous paraît pas très compliqué, mais bon, nous, on baigne dedans, hein, c'est un peu particulier notre point de vue. Et puis, il ne faut pas que ça soit très lourd, il ne faut pas qu'on ait à expliquer pendant 10 minutes chaque item, il faut que ça aille relativement vite. Euh, donc, bref, là, on est en train de préparer cette formation et puis on pourra
On pourra proposer vers mai-juin 1 ou 2 séances comme ça pour un truc un peu structuré. Mais de toute façon, je vous ferai passer pour que vous me disiez si ça a l'air correct, comment c'est fait, etc. ouais. Oui, de toute façon, effectivement, on l'avait dit qu'on ferait en plusieurs fois et donc on programmera Ouais. et on invitera Pauline et toutes les autres personnes intéressées pour venir tester et puis mettre en application et permettre un meilleur dépistage de tous ces cancers. Si vous Merci n'avez plus de beaucoup. questions, on vous libère tous. Merci beaucoup, Madame Delaloge. Merci, Merci, à aussi, Madame bientôt tout le Caron, et monde. puis à bientôt. Bonne Et si vous journée. avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaiera d'y répondre. À bientôt. Merci Au beaucoup. revoir, Merci. merci Au bien. revoir. Merci.